comme ça. C'est parti. Alors, je repartage l'écran. Voilà, partager. Je la mets en plein écran. Ah, c'est bon. Daniel, dis-moi. On voit ton écran. Ouais. On voit l'écran, partager. Mhm. Voilà. Très bien. On est parti. Donc, l'idée, c'est que je vous explique en quelques minutes ce qu'on a mis en place, je dis bien on, avec Damien Cardino, qui n'est malheureusement pas là, pour l'école de la transition. Donc, c'est une école pour les gens qui ne connaissent pas. Je vous expliquerai un tout petit peu, mais qui est là pour soutenir des jeunes pendant une année. Et il faut juste savoir, c'est que justement, donc, il y a environ 1000 élèves qui sont là par année. Cette année, par exemple, il y a 200 enseignants et c'est réparti sur 7 sites dans le canton de Vaud. Donc, ils ont une année pour approfondir les notions scolaires de base et surtout trouver une place d'apprentissage. Donc, on est là pour faire pas mal de coaching, mais aussi de l'enseignement, que ce soit du français, des maths, d'allemand, quoi, des choses de culture, on va dire générale, pour pouvoir justement donner plus de chances à trouver une place d'apprentissage. Et puis, le 13 mars est arrivé. Ils ont donc, comme vous le savez tous, coupé, arrêté l'école. Il y a juste les micros, est-ce que vous pouvez les fermer parce que malheureusement, j'entends derrière des choses. Donc, si vous pouvez juste fermer votre micro, voilà, c'est mieux. Donc, le 13 mars, fermeture des classes. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on doit mettre en place? Je me rappelle encore, j'étais d'une autre institution à l'ERACOM, la douane arrive, elle me dit, écoutez, maintenant, voilà, vous prenez vos clics et vos claques et on ferme l'école. Donc, c'était assez inattendu. Et puis, dans le cadre de l'EDT, on s'est dit avec Damien Cardino, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour continuer et assurer cette continuité pédagogique? Voilà. Donc, l'idée, c'était de se dire, avant d'aller dans tous les sens, allons, j'arriverai. Avant de foncer dans un outil ou des outils, prenons un temps de réflexion. Et c'est ce qu'on a fait avec la direction. Je vois qu'il y a Sandro qui est là. On s'est pris une bonne dose de réflexion. Avec Damien aussi, on a posé vraiment les éléments qu'il nous fallait sans penser à l'outil. On s'est dit, mais comment continuer cet enseignement à distance? Donc, on s'est mis dans la peau, on va dire, d'un étudiant. On s'est mis dans la peau de l'enseignant. On s'est vraiment mis de ce contexte pour dire qu'est-ce qu'elle serait le plus facile, le plus naturel pour qu'on puisse continuer l'enseignement. Et ce qu'on voulait aussi, c'est quelque chose qui soit facile à mettre en place, à la fois pour que les enseignants utilisent le projet qu'on allait mettre en place et que les étudiants aussi l'utilisent aussi facilement. On voulait éviter absolument le décrochage. D'où l'idée, justement, de synthétiser sur une seule plateforme. On s'est dit, ben voilà, on va faire un lieu de recueillement, un seul lieu où tout va partir. Et puis là, on a créé justement sous WordPress un site qui permettait justement d'avoir plein de choses, entre autres des ressources pour les enseignants et aussi, surtout, on parlera après des mini-sites justement pour les étudiants et enseignants où les enseignants pouvaient mettre eux-mêmes leur contenu et étaient autonomes. Et puis, on voulait justement éviter qu'il y ait 50 000 mails pour l'étudiant, c'est mis dans la peau de l'étudiant, 50 000 mails, 50 000 SMS, etc. Donc, avoir un seul endroit. Et puis, la troisième chose, on s'est dit, mais c'est bien joli tout ça de mettre ça en place, mais il faut vraiment qu'on accompagne vers les enseignants pour qu'ils puissent mettre à jour leur mini-site de classe. J'en parlerai juste après. Donc, ce qu'on a fait, c'est on a proposé la première semaine d'être présent 2 fois par semaine pour vraiment les soutenir et les accompagner de cette démarche. En plus de ça, on a bien entendu aussi fait des tutoriels vidéo pour les gens qui ne pouvaient pas être aussi présents. Et puis, je vous propose maintenant justement d'aller découvrir. Est-ce qu'il fait un peu trop vite? Je crois que oui, non? D'aller découvrir ce site. Alors, juste peut-être avant, donc, l'idée, c'est de se dire, OK, bon, je vais expliquer, on arrive sur ce site et on arrive sur des mini-sites. Donc, je vais directement aller sur le site. Donc, vous pouvez voir en même temps que moi sur edtvo.ch. Moi, je vais faire un partage d'écran de nouveau pour que ce soit peut-être plus facile. Je vais de nouveau aller dans mon Zoom qui est là. Il est où maintenant ce Zoom là? Ensuite, partage d'écran, j'arrête. Je reviens tout de suite. Il est où là? Et puis, je l'avais déjà, je pense. J'avais juste besoin de changer l'onglet. Voilà. Est-ce que tout le monde voit le site? Faites juste un plus. Tout
Tout le monde, c'est bon? OK. Donc, ce site, donc, je suis sur la première page ici. Je vois qu'ici, ben, on a toutes les séances de Zoom qu'on a prévues avec nos enseignants pour un tout petit peu leur expliquer comme il fallait faire et comme il faut faire encore maintenant pour mettre les différents éléments. Ici, on a justement une série de tutoriels vidéo qui permettent d'être autonomes pour ceux qui n'avaient pas forcément vu ou eu le temps de nous contacter. Et ici, une boîte à idées, ou plutôt, l'idée, c'était d'avoir un espèce de forum, on va dire, pour que les personnes, les enseignants puissent poser leurs questions à la fois à nous, donc à Damien et moi-même, ou alors aussi l'administration, la direction, pour avoir 2-3 précisions. Ensuite, vous aviez aussi alors je saute juste, je vais sur ressources enseignants, où là, j'ai créé aussi quelques rubriques par rapport aux outils. Qu'est-ce qu'on pouvait utiliser dans le cadre de l'enseignement à distance par rapport aux outils. Ensuite, par branche aussi, quelques tuyaux. Donc, tous ces éléments-là se trouvaient en ligne, hein. Et ensuite, les autres ressources aussi par rapport à la protection des données, par exemple, ça pourrait être les droits d'auteur, c'est quelque chose qui me semblait assez utile. Et un dernier point sur la mise en place de l'enseignement à distance pour savoir comment je pouvais faire, comment je pouvais me débrouiller, parce qu'il y a eu tellement d'informations, donc j'ai vraiment beaucoup trié l'information pour donner, à mon avis, les choses les plus importantes pour cette situation inédite. Voilà. Est-ce qu'il y a alors un petit fac aussi ici pour les questions qui revenaient tout le temps. Ça aussi, c'était quelque chose qui était demandé. Et si je reprends sur la page d'accueil, je viens de nouveau, donc je me mets dans la peau maintenant de l'étudiant. Et dans l'étudiant, je me dis, ben, je vais chercher ma classe. Je vous rappelle que nous avons 1000 élèves environ qui sont répartis sur 7 points, 7 postes. Donc ici, vous voyez, il y a toutes les classes au fait qui sont représentées. Donc ça fait pas mal de classes. Alors, je vais prendre un exemple, hein. Je vais mettre sur la BU, je sais pas moi, allez, la BU 16. Est-ce que tout le monde voit? Ouais, c'est toujours un bon, c'est bon. Donc, ce qu'on a fait au départ, c'est qu'on a créé, au fait, une classe pilote, on va dire, et ensuite, les enseignants pouvaient les modifier. Alors là, on est sur quoi comme produit? On est sur Google Sites. Google Sites, c'est un produit donc de Google. Et pour pouvoir utiliser ce genre de plateforme, eh ben, il faut avoir un compte Google. Alors, ce qu'on a essayé de faire au départ, c'est plutôt de se dire, bon, on va essayer de faire ça vraiment très professionnel. Donc, on a demandé à Google une accréditation pour qu'on soit reconnu en tant qu'école, donc le compte Suite Éducation. Malheureusement, ils ont eu beaucoup de demandes et on a eu la réponse, je crois, 2 à 3 semaines après, donc ça ne jouait pas. Donc, après quelques jours, quand on a lancé ça, on a proposé aux enseignants de directement jouer le jeu avec leur adresse Google privée. Et ça c'est assez génial. Ils ont tous, en tout cas, tous ceux qui ont joué le jeu ont accepté. Donc, qu'est-ce qu'on a là-dessus? C'est intéressant parce que si je prends justement cette classe-là, de base, on avait justement accueil, je crois, cours, outils et contact. Contact, je ne suis pas sûr. Je crois qu'il y avait juste outils. Mais pour vous dire que ça, c'est de coaching et solidarité. Cette classe, la BU16, a décidé d'ajouter. Si je prends les cours, donc je suis l'élève, je prends les cours. Je vais prendre directement un cours de ARC. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors là, il n'y a pas grand-chose. On va prendre l'autre cours. Ah non, attendez, ça arrive. C'est ça. Voilà. Donc, on voit ici quoi? On voit que la personne a partagé ses documents, l'a mis justement sur le mini-site, et puis a même fait, on voit ici, une vidéo. Donc, vraiment, les gens ont joué le jeu, jouent encore le jeu, hein, quand je dis on jouait, mais on jouait rapidement le jeu pour pouvoir continuer justement ceci. Donc, ça, c'était vraiment l'outil où on disait aux élèves maintenant, vous allez sur ledtvo.ch, vous choisissez votre classe et là, vous allez avoir tous les documents nécessaires pour continuer votre enseignement. Donc, voilà ce que je voulais juste vous dire par rapport déjà à ces mini-sites. Je vais revenir maintenant un tout petit peu sur la présentation. Alors, je vais revenir ici. Non. J'ai un tout petit écran, donc je ne vois pas grand-chose. Il est où celui-là? Voilà. Je me remets ici. Mais il y a certains profs qui nous disaient, c'est bien joli tout ça, mais votre système, en fait, tout mon contenu perso, il va être visible de tout le monde. Et puis dire, oui, effectivement, ça, c'est peut-être un souci. Donc, on s'est dit, alors, on va un tout petit peu, comment dire ça, sécuriser le contenu de ces enseignants. Et puis là, on avait reçu entre deux, on avait heureusement reçu le OK de Google. Donc là, on a pu avoir
tous les outils de la Google Suite, ce qui nous a permis de créer pour chaque enseignant un login professionnel Google. Et ensuite, on a pu aussi créer du coup aussi des logins pour les élèves. Alors pour les élèves, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, on va faire le plus simple. Et vu qu'on a 7 sites, je veux dire, on a créé 7 logins pour les élèves, pour éviter qu'ils s'en mêlent les pinceaux. Donc, je n'ai déjà parlé du Google privé, donc les enseignants ont bien joué et là, on était passé au professionnel. Et puis, on s'est dit aussi, grâce à ça, on va sécuriser ces mini-sites. Mais le problème, et là on l'a vu, c'est que les élèves ont eu de la peine parce que quand ils cliquaient sur leur classe, ils arrivaient sur un panneau, ils disaient ben, loguez-vous, ce qui était normal, hein, vu que c'était protégé. Et là, on a vu qu'il y avait pas mal de difficultés avec nos élèves. Donc, on s'est revenu un tout petit peu en arrière. On a dit, OK, on va revenir comme c'est maintenant, c'est-à-dire tout ouvert. Par contre, les enseignants qui voudraient justement utiliser un système pour sécuriser leur contenu, et là, on a installé justement la deuxième option qui est le Google Classroom, donc qui est toujours un outil de Google, qui permet là d'inviter les élèves, de suivre les élèves, leur donner des devoirs. Et vraiment, l'idée, c'était vraiment de faire du suivi individuel. Et ça devenait et ça devient intéressant. Alors ça, on vient de mettre en place, il y a juste avant les vacances et les enseignants commencent à s'y mettre pour les personnes qui voulaient, entre guillemets, «sécuriser» leurs devoirs, mais surtout quoi, leur contenu, mais surtout les suivre par rapport aux devoirs. Parce que lorsque l'élève, entre guillemets, est logué, il peut sans problème après, on reçoit en fait une notification qui dit: «OK, il y a quelque chose qui était reçu» et ensuite travailler uniquement sur la plateforme et sans imprimer. Ça, c'est aussi un des problèmes qu'on avait, c'est que les gens, il y avait certaines personnes qui, certains élèves aussi, qui n'ont pas d'ordinateur, mais qui ont quasiment tous un smartphone. Ben, on dit, ben voilà, justement, avec Google Classroom, vous pouvez télécharger gratuitement l'application Google Classroom, mettre votre login, et là, vous pouvez accéder aux différents cours. Donc ça, c'était vraiment quelque chose, c'est quelque chose qui est vraiment super intéressant. Maintenant, je vais passer à la dernière slide et je vais terminer. Donc, Working in Progress, c'est le premier. Effectivement, c'est un projet qu'on a développé avec Damien. On va de l'avant, on écoute les enseignants, on écoute aussi les étudiants, on ajuste chaque fois. Actuellement, ça se passe pas trop mal, on est assez positif par rapport à ça. Je dirais que le point important, c'est de réfléchir avant d'agir, c'est justement de prendre le temps de bien poser et ensuite de choisir un outil. Alors, de nouveau, pourquoi Google et pas Microsoft? C'est une question de simplicité. C'est qu'en fait, Google, quasiment tous les profs ont un compte Google et aussi quasiment tous les étudiants ont un compte Google. Donc ça le permettrait, ça me paraissait la meilleure manière de faire. Centraliser l'information sur une seule plateforme, c'est ce que je vous ai proposé pour qu'il n'y ait pas 15 000 mails à droite et à gauche. Se mettre dans la peau d'un étudiant et d'un enseignant, je dirais. Être proactif. Et puis, je trouve que c'est aussi important, je disais aussi, d'accompagner ces enseignants et de les former. Ça, c'est un des points, je pense, le plus important. Si on avait fait une super plateforme et puis qui est maintenant, et puis qu'on ne les a pas formés, ça aurait été nul. Donc, il faut vraiment être derrière, les écouter. Je vous dis, hein, moi, on a fixé des heures par rapport au Zoom qu'on a fait avec Damien, mais il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup de Zoom qui ont été faits après coup parce que en one-to-one, parce que les étudiants, excusez-moi, les enseignants, j'arriverai, avec quelques difficultés. Donc, il y avait pas mal de temps qui ont été mis là derrière. Voilà. Et puis, moi, ce que je veux encore dernière dire, c'est qu'il y a l'ouverture d'esprit. Et tout ça a fait que les étudiants, les enseignants se sont dit, ben, maintenant, ben, on doit faire quelque chose, on y va. Et c'est vrai que ça a bien marché. En tout cas, alors, quand je dis ça a bien marché, ça a bien marché certains sites. Si je prends Bussigny, là, ça a très, très bien marché. D'autres sites, un peu moins, parce que, ben voilà, ils ont voulu faire ça dans leur coin. Mais il faut quand même vous dire que aussi, toute la direction nous a laissé vraiment un grand champ de liberté. Et ça, je leur remercie, vu que j'ai le directeur en face de moi. Il nous a fait confiance pour mener cette expérience. Voilà en gros ce que je voulais vous dire par rapport à ça. Alors, j'ai passé peut-être un peu plus de 11 minutes cette fois. Et puis, moi, je vous propose de répondre à vos questions. Voilà, voilà.
Alors, je vois qu'il y a déjà quelques questions. Je vais voir si j'arrive à le comprendre. Merci, tu te débrouilles et tu maîtrises très bien. Ça, c'est mon père. Désolé, j'ai le cours maintenant magnifique. Ah, c'est Wafa qui m'a dit effectivement qu'elle me dirait. C'est pour ça que j'ai aussi enregistré cette vidéo, cette démonstration. C'est pour que par la suite, on puisse la mettre à quelque part pour les gens qui voudraient un tout petit peu savoir ce que à l'EDT nous avons bien. Je vous écoute, monsieur, dame. Allô? Alors, vous pouvez déboucher activer votre micro. Alors, ça semble super intéressant et aussi, je pense que la simplification est quand même ben voilà, la condition de base pour l'adoption parce que le principal motif de rejet est souvent ben, le manque de maîtrise des outils. Maintenant, ça semble aussi intéressant d'explorer le principe de la classe inversée parce qu'on voit qu'il y a pas mal de documents et de contenus qui sont à disposition. Et donc, de se dire, OK, il y a peut-être des réunions par Zoom ou quelle que soit la plateforme avec les élèves à des moments donnés, juste pour les questions et réponses sur les contenus auxquels ils ont accédé pendant leur temps de formation, à dire personnel, et que le prof crée ses rendez-vous à des moments ou des autres. Et puis aussi, dans la suite Google, il y a la possibilité de travailler en commun sur un document unique, qui est aussi quelque chose de très intéressant à exploiter, interactif et autres. Après, le risque qu'il y a derrière, en tout cas ce que j'ai pu expérimenter des fois, que ce soit avec des élèves ou des adultes, c'est que ben, quand on peut travailler en commun et contribuer à une plateforme unique, il y a des fois des petits dérapages qui peuvent se produire sur des gens qui vont pas forcément être super disciplinés ou qui vont essayer de faire des plaisanteries ou des trucs. Voilà, ça c'est un peu le risque inhérent à ces plateformes. Mais voilà, je crois qu'il y a vraiment ce que tu présentes est intéressant aussi par rapport, pas seulement par rapport à la situation de la crise, mais à l'opportunité de la continuité pédagogique par la suite, de dire qu'il faudra toutes les 2 semaines, ou je sais pas, toutes les semaines, toutes les 2 semaines, tous les mois, avoir au moins un cours en ligne sur une matière pour travailler avec les élèves et qu'ils aient cette habitude, y compris les profs aussi, qu'ils aient cette habitude de cette routine quelque part dans le temps. Voilà, je me Mhm. tais. Oui, alors moi, c'est effectivement l'idée d'avoir mis cette plateforme en marche aussi, c'est de se dire, bah, c'est bien joli maintenant, ça fonctionne maintenant, et elle va rester après. L'idée, c'est qu'elle reste justement. Comme tu l'as bien dit, pour faire ta classe inversée, parce que il me semble que ça a du sens. Et peut-être ça a aussi du sens à se dire, ben voilà, j'ai toujours fait comme ça, j'ai travaillé toujours de cette façon-là. Pourquoi pas une partie de mon cours, le mettre là-bas, et puis qu'on travaille aussi à distance avec les élèves. Il faut juste savoir que notre typologie d'élèves n'est pas très scolaire de base, en tout cas pour l'EDT. Donc, c'est peut-être pas, voilà, peut-être pas la classe inversée, oui, mais jusqu'à quel point. Par contre, ce qui est important, ce que tu leur dis, c'est que par rapport à tout ce qui est entreprise, c'est-à-dire, parce ils vont trouver un apprentissage, mais les entreprises fonctionnent comme ça. Il faut savoir que tu parles de Google, quoi, de documents partagés. Hein, on travaille on n'a plus un serveur. Il y a encore des entreprises qui ont leur serveur, bien sûr, dans leur entreprise, mais on travaille souvent avec des clouds maintenant. Donc, il y a aussi cette notion-là à prendre en compte et se dire, bah, ce partage d'informations, ce partage de connaissances, bah, c'est aussi l'occasion de faire les choses. Et puis, je sais dire par rapport au partage des connaissances, c'est qu'il y a des enseignants aussi qui, ben là, ils livraient leur matériel. Ils montraient aussi à leurs collègues ce qu'ils faisaient aussi. Donc ça, c'est aussi intéressant. Hein. Souvent, les enseignants, vous savez, ils sont ils sont dans leur classe, ils ferment leurs portes et puis c'est voilà, je fais mon truc. Là, ils sont obligés de se dévoiler. Donc ça demandait aussi quelque chose qui était pour certains assez compliqué, à vrai dire. Merci pour ton intervention, Stéphane. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont en train d'être écrites? Je ne sais pas, je vois pas. Oui, attendez voir. Désolé, non, encore rien du tout. Est-ce qu'il y a des questions? Dites-moi. Moi, je suis ouvert aux questions. Est-ce que, Sandro, tu veux des compléments aussi, vu que tu es là? Ou est-ce qu'il y a des choses, des conseils aussi à nous donner, hein? On est aussi prêt à apprendre hein, tout pour s'améliorer et puis pour aller de l'avant surtout. Ah, je t'entends. Bonjour à tous. Ah, Très content de revoir certains enseignants dans ce groupe. Bonjour Daniel. Et puis, moi, j'ai pas grand-chose à rajouter, si ce n'est que la responsabilité de la direction est grande dans cette démarche-là, parce que on n'utilise pas des outils officiels qui sont recommandés par l'État de Vaud. Et de ce côté-là, au niveau de l'informatique, on est très cadré.
Et c'est vrai que dans ces conditions actuelles que nous vivons de confinement, très, très particulières, quelque part, on avait une forme de liberté et puis c'était un laboratoire in vivo, quelque part, qu'on a eu la possibilité de mettre en place. Et je trouve ça très, très bien. Et puis maintenant, quels que soient les outils qu'on va être amené à utiliser dans le futur, quelque part, ça a permis la démarche auprès des enseignants de sauter le pas, quelque part. C'est clair que ceux qui se sentent démunis le sont restés peut-être, n'ont pas fait l'effort, mais parmi ces enseignants-là, on a quand même constaté un nombre assez important de personnes qui ont fait le saut, malgré comment dire, cette intolérance ou cette manque d'affinité avec l'outil informatique. On a quand même constaté un nombre important d'enseignants qui ont sauté le pas, puis qui ont demandé ou qui ont sollicité David et M. Cardino pour plus d'appui. Donc c'est quand même, ça reste positif, même si ça n'a pas pris à un 100% auprès de nos enseignants. Puis bien sûr, au-delà, il y a le problème de l'outil informatique, la mise à disposition des outils du hard, je parle, pas des logiciels, pas des éléments comme ça, parce qu'on se trouve aussi avec des enseignants qui ne sont pas équipés personnellement. Donc, on a été confronté à ce genre de choses. Et puis, bien sûr, sans parler des difficultés des équipements des élèves qui soit n'ont pas d'ordinateur et ou n'ont pas de smartphone, parce qu'il ne l'a pas forcément précisé, mais la plateforme était utilisable aussi avec un smartphone. Donc là aussi, on était confronté à ce genre de problème face aux élèves qui n'ont pas le matériel adéquat. Et puis, ceux qui n'avaient vraiment rien, on s'est dit, tiens, on va leur prêter un ordinateur, mais en plus de ça, ils n'avaient pas de connexion Internet à la maison. Donc, même le prêt de l'ordinateur, ce n'était pas possible. Donc, pour ces cas d'élèves précis, on a dû trouver d'autres solutions. On est revenu à l'âge de la pierre, à utiliser la poste, quoi, finalement. Merci. Merci. Roberto, je crois que est-ce que tu nous entends maintenant? Est-ce que tu peux essayer de parler? Oui. Ah, c'est parfait. Voilà. J'avais Voilà. juste une question. Moi, je travaille en Valais sur la même population. C'était la question de on a vu les centres professionnels, la perte, entre guillemets, des étudiants qui disparaissent, qui ne répondent pas, qui, pour toutes sortes de raisons X, Y, Z, pas de connexion, pas d'ordinateur. C'est ma sœur qui est sur le téléphone, ou simplement qui sont démotivés ou qui fument du cannabis ou Dieu sait quoi. Est-ce que les enseignants avaient un quelconque support pédagogique, psychologique, quel qu'il soit, pour traiter ce phénomène-là, en fait, de dire je les ai pas en face, ils répondent pas, ils rendent pas leurs devoirs, ils sont pas là. Est-ce qu'à part l'aspect technologique qu'on a vu, est-ce qu'il y a autre chose qui a circulé à travers ces canaux pour faire face à ces difficultés? Alors, les enseignants, comme je l'expliquais au départ, étaient livrés entre guillemets à eux-mêmes, dans le sens qu'il n'y avait pas, on va dire, de support, un Moodle par exemple, qui était là, qui était disponible pour mettre l'information. Donc, ils ont entre guillemets fait un petit peu à leur sauce. Nous, avec M. Cardino, Damien, on a proposé justement une solution pour leur dire, vous pouvez mettre ça. Donc, ils avaient effectivement, je pense, bien sûr des supports qu'ils ont dû mettre sur la plateforme pour ceux qui utilisent la plateforme, mais on va dire qu'il n'y avait pas, je ne sais pas jusqu'à quel point ils ont comment dire, du matériel comme à l'école obligatoire, des brochures. Oui, certes, ils ont des brochures, la RC, si je prends la RC, je sais qu'ils ont une brochure par rapport à ça, mais je ne connais pas s'ils ont tout ça. Je ne sais pas si Sandro, tu peux peut-être compléter. Oui, alors, juste avant de me connecter, il y avait la conférence de presse justement tenue par Madame Amarel au niveau du département pour donner des informations sur la reprise du 11 mai au niveau de l'école obligatoire. Et puis, il y a eu une question d'une journaliste qui a demandé, qui a fait la comparaison un peu dans le même style de la question de maintenant, le pourcentage que ça représentait de décrochage scolaire dans le télétravail enfin, de l'enseignement à distance auprès des élèves dans le canton de Vaud. Le canton de Vaud n'a pas monitoré pour le moment ce décrochage-là. Dans le pays voisin, en France, il a été exprimé un chiffre de 5%. Moi, je pense qu'au niveau de l'école de la transition, des cas sont remontés
mais ne sont pas, vraiment pas nombreux. Et par rapport à ça, on a usé un petit peu de bienveillance parce que le décrochage auquel nous avons assisté, c'était pas un décrochage de gens qui ne voulaient plus travailler, c'était des jeunes qui se trouvaient dans des conditions familiales extrêmement particulières et difficiles. Donc, on avait des raisons encore plus grandes d'y mettre de la bienveillance et on a eu une directive pour toutes les écoles vaudoises de la part de la chef de département à ne pas mettre de pression sur les élèves et faire attention à la quantité de travail qu'on leur donnait. Donc, c'était facile, entre guillemets, pour le maître d'adapter les exigences à chaque élève. Ce qui s'est passé, c'est que on a eu des jeunes qui ne répondaient plus, qui ne donnaient pas de travail, le rendu de leur travail aux enseignants. Les enseignants ont toujours pu conserver, dans la grande majorité des cas, un contact téléphonique avec le jeune pour savoir à quoi il en était et où il en était. Et ensuite, au niveau de la direction, on a apporté un autre support, mais dans la limite de la situation actuelle. C'est-à-dire que le support qu'on a apporté, c'est un support administratif, c'est-à-dire qu'ils ont remonté des cas de jeunes qui ne jouaient pas le jeu. Et dans un premier temps, c'était directement les enseignants qui prenaient contact avec les parents pour essayer de remettre en place cette triangulation de manière à ce que la responsabilité des parents aussi dans leur rôle à suivre les enfants pour la scolarisation. Dans une grande majorité des cas, ça a eu l'effet. C'est-à-dire que derrière, le travail s'est remis en place. Il faut savoir que ce type d'élèves, ils ne sont pas bien différents si on les avait gardés en enseignement normal en classe. C'était ceux qui ne travaillaient déjà pas en classe. Donc, il n'y a pas de changement qu'on soit en distance ou bien en présentiel. C'était ceux déjà qui ne travaillaient pas franchement. Et puis le deuxième appui, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on a écrit, c'est la direction qui écrivait directement aux parents en disant, ben voilà, nous constatons que ça ne joue pas le jeu, qu'il y a des soucis et puis qu'on menaçait d'une certaine sanction, ben dans la limite des sanctions que l'on peut avoir au niveau de l'enseignement à distance. Voilà, c'est ce que nous avons mis en place. Ça a suffi. J'ai 2 ou 3 cas qui me sont remontés d'enseignants qui me disent, mais voilà, on a écrit, il n'y a pas d'effet, il n'y a plus rien. Et là, le message que j'ai donné, ben, écoutez, laissez-les. Continuez à donner du travail, continuez à essayer de conserver un contact, mais voilà, laissez courir si ne vous prenez pas plus la tête, c'est le message que j'ai donné à ces enseignants, ne vous prenez pas plus la tête avec ces élèves-là qui ne vous donnent pas de retour. Mais continuez à le faire normalement comme avec les autres, mais s'il n'y a pas de retour, ben, vous n'insistez pas plus, vous continuez à aller de l'avant. Si ça peut répondre à votre question. Oui, super. Très intéressant. Il nous reste 3 minutes. Alors, si vous avez encore une dernière question, après, ça va être coupé malheureusement parce que c'est gratuit pendant 40 minutes, c'est Zoom. Est-ce que quelqu'un a encore un complément d'information par rapport à ce qui a été dit ou qui voudrait s'exprimer sur une mini-question? Juste peut-être un commentaire, mais en fait, c'est très intéressant parce que ça montre l'accompagnement nécessaire par rapport à l'utilisation de la technologie. C'est-à-dire qu'il faut avoir une cellule, entre guillemets, pédagogique ou avoir quelqu'un qui puisse intervenir de temps en temps, que le contact visuel à travers des outils de visioconférence tels que Zoom, Meet ou d'autres est important. Ça permet aussi de garder un lien éventuellement avec les élèves, entre l'enseignant et les élèves, de voir aussi qui est là. Ça donne aussi aux élèves envie de voir les autres quelque part. Donc voilà, donc c'est-à-dire que l'accompagnement humain pédagogique en dehors de la technologie est essentiel aussi. C'est peut-être ce que ces différents témoignages montrent. Et ça, c'est super intéressant aussi de dire, ben voilà, la technologie ne se suffit pas elle-même, comme d'habitude. Je profite d'enchaîner puis de couper la parole à David pour le remercier. Parce que c'est parfaitement vrai ce que vous dites. Tout ça, c'est fait parce qu'on a notre geek en chef, si j'ose le dire ainsi, et puis c'est vraiment avec une grande affection. C'est parce qu'on a eu un moteur qui a lancé le tout. Si David n'avait pas été là, je ne sais pas ce qui aurait été fait, franchement, au niveau de l'école de la transition. Sans doute pas autant. Voilà, on a eu David et on a eu de la chance et puis je profite là de te remercier.
Grand merci, Sandro. Merci en tout cas beaucoup pour m'avoir écouté. Je vous remercie beaucoup. Donc, j'ai enregistré ceci. Je vous propose que je le mettrai bientôt en ligne. Je ne sais pas quand, mais je le mettrai. Qu'on puisse, en tout cas, la présentation, qu'elle soit accessible. Et puis comme ça, on peut voilà, faire montrer ce qu'on a pu faire voilà, avec Damien aussi. Hein. Je n'oublie pas que Damien était là aussi pour m'assister fortement et je tiens à le remercier, même s'il n'est pas là. Voilà, je vous remercie beaucoup. Alors, à bientôt pour bon apéro, pas se voir comme ça, mais j'ouvre ça. Merci beaucoup et puis belle journée à vous. Bye bye. Merci, Bye. bonne suite à tous. Merci.